Quand Nokia décide de faire se rencontrer deux mondes, à savoir la téléphonie mobile et la joaillerie, eh bien ça donne ça, le Nokia 8800, l'élite du téléphone portable en 2005. Mais que valait vraiment ce téléphone qui vaudrait aujourd'hui 1500 €, inflation comprise? Eh bien c'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Salut les passionnés, bienvenue, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de ce bijou, le Nokia 8800 qui a fait tourner bien des têtes. Et vous allez voir que eh bien, c'est un téléphone sur lequel il y a beaucoup de choses à dire. On va en parler en détail dans cette vidéo. Avant, je vous rappelle, si ce n'est pas déjà fait, que vous pouvez récupérer gratuitement mon livre sur l'histoire de la téléphonie mobile vintage, du Radiocom 2000 à l'iPhone, 40 ans d'innovation. C'est gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui apparaît à l'écran ou bien dans la description sous cette vidéo. Alors, aujourd'hui, on va parler de ce qui est certainement le Nokia le plus beau et le plus abouti d'un point de vue de l'esthétique et des finitions, attention c'est très important, avant l'ère des smartphones. Pourquoi? Le Nokia 8800, il y a 1 million de choses à dire sur ce téléphone. C'est un des téléphones les plus haut de gamme des années 2000, si ce n'est le plus haut de gamme. C'est un téléphone sorti par Nokia en 2005. C'est un téléphone qui se voulait tellement haut de gamme qu'à l'époque, les magazines commençait à émettre l'hypothèse que Nokia allait se faire de l'ombre à lui-même, à sa gamme, vous savez, Vertu, qui était sa gamme de luxe. Et ce Nokia 8800, ça a vraiment été l'aboutissement de quasiment 10 ans d'innovation chez Nokia. Et on est vraiment dans une époque dans laquelle, eh bien, maintenant, le téléphone était un objet, statutaire, un objet qui permettait de se distinguer socialement. Et donc, on va en parler dans cette vidéo. On va parler en détail de ce 8800 que j'ai ici dans sa version originale, puisque vous allez voir qu'il y a plusieurs déclinaisons et je vais en parler dans cette vidéo, que j'ai ici dans une édition numérotée limitée, donc que je vais vous présenter. Et puis après, je vous expliquerai un petit peu quelles ont été les déclinaisons et ce qui s'est passé. Alors, le Nokia 8800, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, et donc un téléphone, comme je vous le disais, sorti en 2005. C'est un modèle qui se voulait résolument haut de gamme et vraiment classe. On avait une finition avec un design en inox brossé. On a l'écran qui est ici, on a un clapet coulissant avec le clavier qui est caché et qui se cache à merveille là-dessous, qui se marie parfaitement. Vous le voyez, voilà, on a vraiment quelque chose d'épuré, on a quelque chose de très classe. Je vous le disais, j'ai ici une édition numérotée limitée. Donc la 1446 a priori, et on avait une glissière avec un roulement à billes, ce qui fait que, vous le voyez, en fait, bon, je sais pas si vous allez le voir à l'écran, mais quand je pousse un peu, voilà, le téléphone, après une première impulsion, part tout seul, c'est ce fameux roulement à billes, et pareil quand je le referme, voilà. C'est vraiment canon, on a quelque chose d'épuré, de très classe, et voilà, on a ici l'appareil photo kit ici, on a la batterie qui se loge sous le cache ici. Vous voyez ici aussi le Special Edition ici, donc édition spéciale. J'ai pas retrouvé l'historique de pourquoi elle était spéciale ou quoi. Toujours est-il que c'est l'exemplaire que j'ai. La finition pour ce téléphone était absolument luxueuse, de même que la qualité sonore. On a un verre saphir, on avait des sonneries faites par un compositeur japonais d'une qualité sonore exceptionnelle qui était faite exprès pour ce modèle. C'est un téléphone qui se voulait résolument haut de gamme et qui, à l'époque, quand il est sorti, coûtait 900 € hors abonnement. Je vous le convertis avec l'inflation en euros de 2025, ça donnerait 1290 €. Donc on a un téléphone, en termes de prix, qui se positionne à peu près sur la même tranche de prix qu'un iPhone 16 Pro qu'on a en ce moment à la gamme de chez Apple. Avant de rentrer là-dedans, je vais vous montrer un petit peu le packaging, parce que le packaging était aussi une expérience et se voulait haut de gamme. Alors bon, j'ai un modèle qui a un petit peu souffert, vous voyez qu'il y a des taches, etc. Mais néanmoins, on a une boîte, alors tout ce qu'il y a de plus sobre, hein, c'est noir de chez noir. On a juste l'inscription ici Nokia 8800. Par contre, quand on l'ouvre, on a ici une double page avec le téléphone clapet ouvert vue de profil, qui est très sympa. Et puis ensuite, on ouvre ici et on arrive vraiment dans la boîte du téléphone. À savoir qu'il me manque un élément dans l'exemplaire que je possède. Ici, il y a normalement un élément en plastique qui vient se positionner par-dessus. Et en fait, vous avez uniquement le téléphone qui apparaît. Il faut imaginer que c'est tout noir et qu'il y a juste le téléphone qui ressort. Hein. Tous ces éléments sont cachés pour avoir vraiment cette présentation d'écrin luxueuse. Bon, malheureusement, je ne l'ai pas sur ma version, mais ce n'est pas grave. On a ici le numéro de série.
Et ensuite, on a plusieurs éléments. Donc, on a le chargeur, on a une batterie ici et une autre que j'ai mise dans mon exemplaire en anticipation. Et puis, si on soulève ici, vous voyez qu'on a aussi symbole de ce côté luxueux et statutaire. On a une station de charge, donc un dock qui est magnifique, avec, donc on pouvait mettre le téléphone à charger et la deuxième batterie qui est donc fournie d'origine, qui a été fournie d'origine. Vous n'allez pas le voir ici, mais on a, vous voyez ici, en fait, c'est un socle lumineux, c'est-à-dire que quand vous le branchez et que le téléphone se met à charger, eh bien le socle s'allume. De mémoire, c'est en blanc, jusqu'à ce que le téléphone soit complètement chargé. Ici, on a le câble data USB. Ici, on a le kit main libre piéton. Et dans cette petite boîte, on va dire comme ça, on a donc le kit data Nokia qui est ici. J'en ai même un deuxième, je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas vous dire. Et ici, on a ensuite toute la documentation. Donc, on a... Alors, attendez, je vais vous l'ouvrir pour que vous le voyez en entier. Donc, un deuxième CD. On a, vous voyez, ce qui tranche quand même avec les autres documentations Nokia qu'on a l'habitude de voir, qui sont blanches avec le Nokia écrit en bleu et le modèle, puis potentiellement une photo ou un dessin. Là, on est vraiment sur un côté noir, voilà, qui se veut haut de gamme, qui se veut luxueux. Là, on est sur une notice en anglais et celle-ci, voilà, celle-ci c'est celle en français, mais c'est exactement la même. Bon, après, vous voyez quand même la limite du truc, c'est-à-dire que l'extérieur, autant a été retravaillé, autant une fois qu'on est à l'intérieur, on est sur le même type de notice que ce qu'on peut habituellement trouver chez Nokia. Et puis là, on a un petit bouclette, qui lui pour le coup est vraiment en finition mat, avec du papier glacé comme ça, et où on a vraiment l'argumentaire marketing pour faire vivre une expérience, vous voyez. Et je pense, j'imagine en tout cas, que ça devait être le premier truc qu'on avait quand on déballait cette petite boîte. Et puis ici, on a un deuxième CD. Alors, je vous le disais, je ne sais pas pourquoi. J'ai deux versions, peut-être une version anglaise, je n'en sais rien. Pour être tout à fait honnête avec vous. Voilà, donc ça, on a déjà une expérience à ce niveau-là. Et puis, bien évidemment, on a ce Nokia 8800. On va en parler en détail. Je vais vous l'allumer, je vais vous montrer un petit peu différentes choses. On va tout de suite casser le mythe parce que c'est un téléphone qui a fait rêver beaucoup de monde, et moi le premier, les amis, je vous le dis, c'est un téléphone à l'époque que je trouvais absolument somptueux, mais qui était complètement hors de portée pour ma bourse d'étudiant de l'époque, et c'est un téléphone qui se voulait statutaire. Pourtant, ce téléphone, je vous le dis tout net maintenant avec le recul, à part des finitions incroyables et un design très stylé, il n'a absolument rien d'exceptionnel, et je trouve que rien ne justifie son prix. Vous allez le voir, et vous l'avez certainement déjà vu lorsque j'ai commencé à faire la présentation. Alors, j'ai un modèle qui est un peu abîmé, vous voyez, un petit POC ici, il y en a un autre ici. Le premier truc qui saute aux yeux, et je vous le montre direct sans vous le cacher, et qui était un de ses gros défauts, c'est que ce téléphone, il prend les traces de doigts. Vous voyez, j'ai beau le nettoyer juste avant, il prend les traces de doigts. C'est-à-dire que quand vous le manipuliez en usage normal, je le fais volontairement ici, vous voyez, il prend toutes les traces de doigts. Pour un téléphone qui se voulait haut de gamme, plutôt un truc qu'on veut joli, qui reste joli, c'est quand même extrêmement dommage. Ensuite, on a un écran en verre saphir, mais qui pourtant prenait assez facilement les rayures. Donc deuxième défaut. Je fais dans le sens inverse aujourd'hui. Je vous présente d'abord les défauts avant de vous montrer le téléphone. Troisième chose, il faut un petit coup de main. En fait, pour accéder à la batterie, vous voyez, vous avez ici un bouton poussoir et vous avez le même de l'autre côté. Il faut appuyer sur les deux et il faut forcer un petit peu pour sortir cette coque et accéder à la partie batterie avec la carte SIM. Bon, c'est pas grave parce que c'est pas tous les jours qu'on change de batterie, mais néanmoins c'était un peu problématique. Et puis l'autre gros défaut qui a été relevé à l'époque, c'était que l'ergonomie était pas folle parce que ça a beau être très joli, mais en fait les boutons sont tout petits. Alors clairement, moi j'y vais avec le bout de l'ongle, donc vous imaginez si vous y allez avec les doigts, vous appuyez franchement sur deux touches en même temps. Et bon, voilà, c'était vraiment joli plus qu'efficace. C'est pas grave, on va quand même l'allumer ensemble. Ça n'enlève rien à l'expérience. Hop. Alors le rétroéclairage par contre est magnifique, hein. Ça, il n'y a rien à dire. Donc voilà, alors, on est sur un téléphone, que je vous le disais, qui est absolument magnifique. On a une prise en main qui est assez correcte, hein, et c'est vrai que, bon, par rapport à la taille de la main, il tient quand même bien, à une époque où
où la miniaturisation était déjà particulièrement avancée. Je vous l'ai dit, on a une qualité audio qui était exceptionnelle sur ce téléphone et qui a été fortement reconnue par la presse spécialisée à l'époque. Par contre, on avait sur cette première version un appareil photo qui est ici, qui était extrêmement limité, 0,5 mégapixels à une époque où la concurrence faisait déjà mieux et où on savait faire mieux. Donc c'était, pour un téléphone qui se voulait haut de gamme, un petit peu compromettant déjà. Une mémoire de 64 mégaoctets qui n'était pas extensible. Et bien qu'il y ait le Bluetooth, eh bien sur certains transferts, ça ne fonctionnait pas. Donc c'était un petit peu problématique. Néanmoins, c'est un téléphone qui est absolument magnifique. On retrouve les menus. Alors, vous n'allez peut-être pas vous rendre compte à la vidéo, mais l'écran, par contre, est d'une qualité incroyable. C'est magnifique. C'est sûr que là, je filme l'écran, donc on voit des petits quadrillages, mais en fait, il est vraiment d'une netteté absolument incroyable. C'est fluide, il n'y a rien à dire. Les animations sont top. Vous voyez, ça tourne sans problème. Les menus, bon, après, c'est classique, hein, c'est ce qu'on retrouve toujours chez Nokia. Il n'y a pas de choses particulières. Je crois que je suis revenu un petit peu trop en arrière. Je vais quand même vous faire... J'allais dire, je ne sais pas ce que c'est. Je vais vous... Ah, c'est ça, voilà, l'appareil photo. Bon, l'appareil photo, si je prends... Il faudrait que je prenne quelque chose de... Vous allez voir que la qualité est pas folle. J'ai pris la boîte en photo. Bon, voilà. On est en 2005. Il y a Sony Ericsson qui fait beaucoup mieux avec sa gamme Cybershot. Il y a Samsung qui arrive dans le game et qui commence, ne serait-ce qu'avec le D500, à proposer des appareils photo de meilleure qualité. Donc, c'est un petit peu dommage pour un téléphone qui se veut quand même haut de gamme à cette époque-là. Bon, néanmoins, ça n'empêche que ça reste un très bon téléphone. Je voudrais trouver la partie des sonneries. Voilà, mode, parce que je voudrais quand même vous faire écouter les fameuses sonneries soi-disant faites par un compositeur exprès. Eh bien, il y en a des menus là-dedans, dis donc. Hop, allons-y. Bon, je sais pas si vous entendez, on sent quand même que la qualité sonore est un cran au-dessus de ce qu'on avait l'habitude d'entendre. Hein. C'est quand même beaucoup plus qualitatif. Donc ça, c'était quand même un point positif. Ça permettait aussi de se différencier pour cette clientèle-là à l'époque qui était assez sensible à ce genre de choses. Bon, après, on a les choses classiques, hein, l'organiseur. Alors là, il me demande de régler l'heure. On va choisir au pif. Hop. Voilà, on est dans les menus Nokia, effectivement, de la deuxième moitié des années 2000, qui sont un peu plus élaborés que ce qu'on avait avant. Voilà, puis le navigateur Internet, bien évidemment. Alors, à savoir que ce premier modèle, je vous montrais des captures d'écran de la presse de l'époque hein, dans la vidéo, ce premier modèle, il a été critiqué parce que effectivement, il était beau, il était très classe, il était très bien fini, mais à part ça, par rapport à des concurrents beaucoup moins chers sur des positionnements beaucoup plus grand public, eh ben, il apportait pas grand-chose, ce qui était un peu décevant. Nokia, en 2006, va sortir une version améliorée qui s'appelle le Sirocco. Alors le Sirocco, je vous mettrai l'image à l'écran, il a une légère différence, c'est que le clapet ici est un peu bombé au niveau de cette partie-là, vous le verrez. Donc voilà, il a un design un peu plus épuré, le son est meilleur, l'écran est amélioré. Mais il est encore plus cher puisqu'il est lancé à 1000 euros, ce qui fait 1375 euros d'aujourd'hui. Et puis après, on va avoir plusieurs déclinaisons, à savoir le 8800 Sirocco Gold, donc plaqué or avec des touches rétro éclairées blanches qui n'apportent rien de plus d'un point de vue des fonctions. Il est purement statutaire, c'est-à-dire que c'est l'époque où Motorola sort son Razr en version Dolce & Gabbana. C'était l'époque où vraiment on montait en gamme sur les téléphones, mais dans le but, c'était purement marketing en fait, hein, c'était dans le but de vendre plus cher et d'avoir un certain statut. Le 88 Sirocco Gold, eh bien, il s'inscrit dans cette lignée-là.
avec un prix de lancement à 1500 €, ce qui ferait quand même 2060 € d'aujourd'hui, donc plus cher que le plus cher des smartphones qu'on puisse trouver. Voilà, on est sur le prix d'un bon ordinateur déjà maintenant. Et puis encore après, il y a le 8800 Arte et le Saphir Arte qui vont sortir avec du cuir véritable, un écran OLED, une mémoire d'1 giga, un appareil photo qui pour le coup là est largement amélioré à 3,2 mégapixels avec autofocus. Sur le Saphir Arte, on a la touche ici de navigation centrale qui est en saphir. Donc pour le coup, voilà, on a des vraies finitions encore plus haut de gamme que ce qu'on avait sur ce modèle-là, avec un prix de lancement, pour le coup, moins cher que le Sirocco Gold, puisqu'on est entre 1200 et 1400 €, ce qui fait 1650 à 1925 € d'aujourd'hui, donc quand même un peu moins cher. Bon, on est sur des téléphones qui arrivent en 2008 pour ces deux dernières versions. 2008, pour rappel, l'iPhone est sorti depuis un an. Nokia a sorti le N95. On est sur la période charnière qui va amorcer le déclin de la marque, qui tente, voilà, tant bien que mal de persévérer et de sortir la tête de l'eau avec ses déclinaisons, mais qui sent bien que voilà, c'est un petit peu la fin. Ce téléphone, eh bien, il n'a pas eu une notation incroyable dans les tests, malgré le design qui pour le coup lui était unanimement encensé. Et c'est vrai que on va pas se mentir, ce téléphone, il est moi je le trouve sublime. Alors c'est un bijou, hein. Bon, je vous le disais, c'est dommage, vous voyez, je fais ça, j'ai des traces de doigts, même là, ça part pas, mais bon, c'est quand même il est magnifique, il est sublime. Je trouve que ce design est quand même incroyable. En conclusion, j'ai envie de vous dire pourquoi ce téléphone, il est devenu culte, pourquoi tout le monde, enfin, quand j'en parle autour de moi, les gens, c'est un peu le Graal, et vous regardez les petites annonces, vous allez voir que les 8800, quelles que soient les versions, s'échangent entre 100 et 1000 €, ça dépend de la version, ça dépend de l'état, ça dépend s'il est complet ou pas, ça dépend de qui le vend aussi, il y en a qui se touchent un peu. Mais il est devenu culte, pourquoi? Bah avant tout parce que c'était un téléphone magnifique, symbole de statut social, symbole de réussite, avec des matériaux nobles, avec un soin du détail, avec des sonneries exclusives. Il reste malgré tout très recherché aujourd'hui dans sa boîte, notamment avec ses accessoires d'origine comme ici, même si la boîte est un peu incomplète. Mais voilà, si vous en trouvez un qui est complet comme ça peut vite monter en termes de tarifs. C'est pas rare de trouver des Sirocco complets en boîte à 200, 300 €, voire plus, pour les modèles les plus rares. Donc c'est clairement plus un objet de collection à avoir dans sa vitrine qu'un outil technologique. Vraiment classe, vraiment réussi. C'est pour moi un des plus beaux, si ce n'est le plus beau Nokia qui a été créé, parce qu'il reprend ce design à clapet slide qui avait été initié avec le 8810, puis repris sur le 8850, repris sur le 8910 et le 8910i. Voilà, ça c'est vraiment l'aboutissement, le summum. Donc ça fonctionne bien. Je veux dire, quand vous faites ça et que le clavier est caché, c'est quand même canon. Puis c'était toujours, enfin même aujourd'hui, je me dis c'est quand même classe. Vous imaginez, vous êtes à la terrasse d'un café dans la rue, vous recevez un appel, clac. Bon, voilà, au moins ça permettait de se démarquer. Donc je comprends, en voyant ce téléphone aujourd'hui, pourquoi c'était un objet statutaire, un objet de symbole de statut social. Néanmoins, avec le recul, je pense que ça m'aurait fait mal de lâcher l'équivalent de 1300 € d'aujourd'hui pour acheter ça, alors que les fonctionnalités n'étaient pas plus folles que ce qu'on pouvait trouver sur d'autres téléphones de l'époque. Mais c'est vrai que ça représentait quand même le summum à une époque durant laquelle on se démarquait beaucoup avec son téléphone portable. Le téléphone était un objet de statut social, bien plus que ça ne l'est aujourd'hui. Donc la question que j'ai envie de vous poser en conclusion de cette vidéo, est-ce que vous l'auriez acheté à l'époque, ou est-ce que vous l'avez acheté, ou est-ce que vous trouviez ça trop tape à l'œil par rapport aux qualités intrinsèques du téléphone? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, et puis n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche. Comme ça, vous serez prévenu dès que je publierai une nouvelle vidéo sur la téléphonie mobile. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à dimanche prochain 17 h pour une nouvelle vidéo. Ciao les geeks!